5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'était attendu de longue date, c'est maintenant du passé. Paul Kagame a bouclé hier sa visite d'État au Bénin, au cœur des préoccupations entre Patrice Talon et le président rwandais, des questions d'économie, de sécurité et de coopération. Retour ce matin donc sur ce déplacement du président rwandais, c'est le grand débrief, analyse donc à suivre de son intervention à l'occasion de la conférence de presse qui a fait suite à son tête-à-tête avec le président de la République. Patrice Talon, lui aussi, a répondu aux médias, terrorisme, appel aux compétences étrangères, rébellion du M23. Bref, c'est un tour d'horizon global des sujets brûlants du moment et on s'y attardera longuement dans ce forum de discussion. Et puis, loin de cette visite d'État qui a concentré toutes les attentions ce week-end, il y a cette rentrée parlementaire en fin de semaine dernière avec l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Dans son discours d'investiture, Louis Gbéounou Vlavonou a évoqué la possibilité, je cite, de porter à la Constitution les retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante tout en observant les fondamentaux, tout en conservant, j'allais dire, les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation du nombre de mandats du président de la République. Fin de citation. Un pan de test, une portion de phrase qui fait aujourd'hui débat dans l'opinion. Mais pourquoi donc cette levée de bouclier? On essaiera d'y voir plus clair. Et puis on reviendra sur ces limogeages des secrétaires exécutifs des mairies de Houéoué, de Cotonou et de Sémékoudi. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier, il leur reprochait des faits de malversation financière. Alors que la réforme sur la décentralisation avait été opérée pour essayer de redistribuer les rôles au sein des communes, les premiers SE, comme on les appelle, semblent déjà montrer les failles. On se souvient que les secrétaires exécutifs de Ndali et Tchaourou avaient déjà été limogés. On en parle. Et en plateau avec moi, Moïse Dosoumou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Eman, bonjour mesdames, messieurs. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, ce matin, Francis Eloge Attadé, l'indétrônable, qui est toujours là presque tous les lundis avec nous. Bonjour et bienvenue, monsieur Attadé. Oh, mais c'est moi qui vous remercie parce que vous faites trop d'honneur. Oula, c'est nous qui nous nourrissons quand même de vos analyses pertinentes. C'est toujours un plaisir de venir avec vous, opiner sur les questions qui touchent à la vie nationale. Merci, monsieur Attadé. Vous êtes analyste politique, observateur donc de la vie publique. Et juste à côté de vous, quelqu'un qui connaît bien la maison, quelqu'un que vous maîtrisez bien évidemment, qui apparaît très souvent sur nos antennes, mais qui fait son baptême du feu dans 5 sur 7 matin. En tout cas, pour le compte de la matinale avec moi, il s'agit de mon cher François-Xavier Noumon de E-Télé, mon confrère de E-Télé. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Herman, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Merci donc de vous joindre à nous pour le débat matinal. Et je reste justement avec vous. Vous avez suivi de très près cette actualité liée à l'arrivée du président rwandais au Bénin, Paul Kagame. Au menu justement des discussions, on a parlé de terrorisme, on a parlé de coopération, on a parlé également d'aspect économique, mais on prend chaque aspect justement de la question, notamment la coopération. Est-ce que vous avez été conquis, on va le dire ici, par la réponse des deux présidents en ce qui concerne la coopération et en l'occurrence ce débat qui a commencé par enfler dans l'opinion, en l'occurrence la nomination de compétences étrangères provenant du Rwanda à des postes jugés stratégiques dans notre pays? Voilà, conquis, non, je m'y attendais quelque peu parce qu'on connaît la personnalité de ces deux dirigeants. Paul Kagame ne surprend pas, tant on sait le ton de son discours. La première analyse générale que j'ai de ce à quoi on a assisté à l'occasion de cette visite d'État, ces deux dirigeants assez décomplexés sur des questions qui pourraient paraître sensibles pour beaucoup, assez clairs, assez pragmatiques sur leur position, donc qui n'ont éludé d'ailleurs aucune question et ont donné les réponses qui leur paraissent les plus idoines. Donc pas conquis, simplement satisfait de la teneur. Il n'y a pas eu de surprise particulière. Sur ce sujet, je pense que le président de la République, Patrice Talon, a été clair. Il a tenté de vider la question. Les Béninois vont ailleurs, les Rwandais viennent ici. Le président Paul Kagame est allé dans le même sens en disant en fait que les pays du Sud devraient, disons, se prêter main forte pour parfaire au fur et à mesure leurs compétences. En tout cas,
oui, les compétences qui existent en chacun de nos pays, les valoriser aux besoins et donc se prêter main forte si besoin en est. Donc je pense aussi que c'est une autre forme de coopération. C'est vrai que ça peut chatouiller quelques susceptibilités ici et là. Bon, quand on parle de postes stratégiques, c'est vrai, quand on voit par exemple le cas d'espèce, l'ANIP, la gestion des données personnelles, mais encore une fois, la gestion pratique de ces données personnelles, c'est un bras technique qui le fait, parce qu'on suppose que bon, le directeur général peut avoir une main, mais les choses ne sont pas aussi simples. Je ne veux pas aller sur les exemples bateaux de ce que les Béninois ont occupé tel poste ici ou ailleurs, mais je pense que c'est une autre vision de la coopération assez encore une fois, assez décomplexée. Si s'il est possible d'aller chercher ces compétences à moins de frais, parce que ce sera toujours à moins de frais par rapport aux compétences européennes. Je pense que pourquoi pas, on peut en faire l'expérience. Et dans l'autre sens également, si le Rwanda peut bénéficier de certaines de nos compétences, pourquoi pas. Donc globalement, je vois des chefs d'État qui sont restés sur les positions qu'on leur connaît et qui n'ont pas fait du tout dans la langue de bois. Voilà. Sur la question d'échange de compétences, Moïse Dossoumo, la question est désormais vidée. On peut passer à autre chose désormais. Ce ne sont pas les chefs d'État qui décident de vider une question. Je pense que c'est plutôt du ressort de l'opinion. Eux se sont exprimés sur la question, ils ont dit ce qu'ils en pensent. Et j'estime que l'opinion a le droit, autant que possible, bien toutes les fois qu'elle estime nécessaire d'évoquer la question. Mais j'ai une particularité par rapport à ça. On n'a rien contre le fait que des compétences étrangères viennent chez nous. Pour moi, ça va de soi. Mais dans le même temps, il faut veiller à ce que nos compétences également aillent ailleurs. Vous savez, dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Notamment pour les visas, précisément, pour donner cet exemple, vous voyez que dans les pays où les ressortissants béninois peuvent aller facilement sans visa, on leur accorde la même réciprocité chez nous. Donc il faut espérer qu'au Rwanda également, qu'on ait des Béninois qui soient aussi bien positionnés que les Rwandais le sont ici. Je pense que c'est une question aussi de collaboration d'égal à égal. Il ne faudrait pas qu'on accorde, disons qu'on dresse le tapis rouge aux Rwandais ici, et que chez eux, qu'on ne soit pas des postes vraiment qui nous propulsent. Je pense qu'il faut veiller à ces aspects-là dans la coopération, c'est très important. Et l'autre chose, notre chef de l'État, notamment Patrice Talon, a dit qu'on s'offusque quand on fait appel à des compétences africaines. Mais quand il s'agit de compétences européennes, américaines et autres, que le débat est moindre. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Parce que les Béninois se sont offusqués ici et continuent de s'offusquer du fait que la SBE notamment et le port soient remis à des Européens. Et jusqu'à aujourd'hui, ce débat continue de faire rage au sein de l'opinion. Donc le dit ainsi donne l'impression qu'on en veut aux Africains et qu'on accepte les non-africains, alors que quand on sonde un peu les opinions, ce n'est pas totalement le cas. D'accord, très bien. Il y a aussi la question sécuritaire qui était au menu des échanges entre Patrice Talon et Paul Kagame, Francis Elojatali. Le président de la République, Patrice Talon, a estimé que si les Rwandais peuvent occuper des postes civils, il n'est peut-être pas à exclure qu'il y ait une coopération aussi dans le domaine militaire. Donc certainement, pourquoi pas, on va constater dans les jours à venir que sur le plan sécuritaire, il y aurait peut-être, on n'en sait absolument rien pour le moment, mais qu'il peut y avoir un déploiement de personnes, ressources susceptibles d'accompagner, on va dire, l'armée béninoise dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que ce n'est pas exclu. Je crois que les deux présidents sont inscrits dans une dynamique, la dynamique panafricaine. Et c'est ça qu'il faut saluer. Il faut que nous puissions trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Et j'ai trouvé que le chef de l'État s'est racheté. Vous savez que le 26 avril 2016, il a tenu un discours à Paris quand il évoquait cette grosse question des incompétences. Il y a eu, je crois, un espionnage diplomatique. Il y a eu un regard de Hollande qui lui a rappelé qu'en fait, il y avait quand même des compétences béninoises en France. Et je crois que cette fois-ci, c'est le 15 avril. Donc, avril 2016, avril 2023. En 2023, il est revenu sur la question. Je crois un de vos confrères l'a obligé à relever là-dessus. Mais il n'a pas changé de mots, mais il a donné plus de contenu à ce qu'il avait dit. Les compétences existent, en fait. L'expertise existe. Parce que l'expertise suppose évidemment la maîtrise des techniques, de la méthodologie et des outils.
Donc, cette expertise existe aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et compte tenu des défis qui sont les nôtres, vous savez évidemment que la dégradation sécuritaire depuis le Sahel, qui a gagné les États côtiers, constitue en fait un enjeu majeur. C'est un fléau qu'il faut combattre. Et il y a plusieurs initiatives qui sont engagées, notamment l'ISAC d'Accra, et puis au niveau de l'espace CEDEAO. Mais au-delà de ça, il faut que dans la dynamique de la coopération bilatérale, nous puissions aussi trouver des solutions. Et le Rwanda, quand même, a un passé, a acquis de l'expérience en la matière. Et je crois que des pourparlers sont engagés pour que nous puissions avoir non seulement l'encadrement, la formation, la logistique, et le chef d'État allé jusqu'à dire que ce n'est pas exclu qu'on ait jusqu'au déploiement, évidemment, des soldats, ce qui pourrait permettre au Bénin de régler cette question d'attaque terroriste. L'idéal, c'est que nous puissions trouver des solutions africaines à nos problèmes pour pacifier la vie politique, pour assurer la sécurité à nos citoyens, afin que le développement soit effectif. Et en cela, je n'ai pas de grief particulier contre le chef de l'État. C'est une dynamique qu'il faut saluer, qu'il faut poursuivre. Au-delà du Rwanda, il y a quand même d'autres pays avec lesquels nous coopérons. Mais c'est que nous avions quasiment un destin commun, le Rwanda et nous. Et si on pousse un peu plus loin, on verra que le chef de l'État est très admiratif de ce qui se fait au Rwanda. Et nous voulons évidemment imiter le Rwanda, même s'il y a des aspects qui ne sont pas très agréables, mais qui sont corrigibles, qui sont perfectibles. Vous savez que tout ce qui vient de l'être humain est perfectible. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit des anges, mais il y a peut-être quelques fausses notes qu'on peut corriger pour aller dans la bonne direction. Et l'arrivée de Kagame vient renforcer les liens de coopération, notamment sur le plan militaire, mais au-delà, je crois que mes prédécesseurs ont abordé l'aspect d'échange de ressources humaines. Il faut qu'on soit un peu tolérant. J'ai vu des Béninois ailleurs qui occupaient des fonctions importantes. Je ne cite pas le cas du Rwanda. C'est parce qu'il y a une fixation, une focalisation sur le Rwanda que maintenant on l'évoque. On a vu, je crois, des gens ministres, des Béninois ministres ailleurs. On a vu d'autres qui ont pratiquement influencé la sphère politique et qui sont revenus, qui étaient encore quelques jours, il y a encore quelques années au Parlement. Et ils n'ont pas repris avec la nouvelle législature. Je ne veux pas citer des noms parce que je sais que, évidemment, les Béninois ont excellé ailleurs. Ça veut dire que nous pouvons procéder à l'échange des compétences pour que notre pays soit plus visible. Et dans ce sens, il faut saluer le panafricanisme, en fait, une nouvelle formule qui doit permettre d'avoir une solution convergente dans la résolution des questions qui sont les nôtres et le relèvement des défis qui sont les nôtres. D'accord. Alors, François-Xavier Noumon, au-delà d'échanges de bons procédés, sous quels autres angles, j'allais dire, analysez-vous cette visite du président rwandais Paul Kagame au Bénin? On sait qu'il y a ce qui se passe devant les caméras, tout ce qu'on voit, tout le faste qui entoure ce genre, je vais dire, de manifestations hautement diplomatiques, mais il y a également, pourquoi pas, d'autres aspects sur lesquels il faut peut-être opiner, et vous en savez certainement quelque chose. Je n'ai pas été invité à leur tête-à-tête. Non, juste avant, je voulais dire juste un petit mot sur le volet sécuritaire. La seule inconnue pour le moment, c'est le dimensionnement de cette force et éventuellement, est-ce que c'est une force d'appoint comme on a vu au Mozambique, même si on n'est pas dans le même cas. Le Mozambique était dans une situation de détresse et donc ils ont alerté tout ce qu'ils peuvent, que ce soit les Rwandais, les Sud-Africains, même des sociétés privées, pour leur apporter leur concours. Je pense qu'au Bénin, le chef d'État a précisé, on n'est pas encore à ce stade, Dieu merci. Et d'ailleurs, l'armée continue de recruter. Donc, ce sont les modalités qui seraient intéressantes de voir. On sait qu'il y a une coopération avec d'autres pays. L'ambassade des États-Unis, assez transparente là-dessus, a publié il y a quelques jours les manœuvres des forces spéciales américaines avec des troupes spécialisées béninoises. Donc il y a une coopération multilatérale avec beaucoup d'autres pays pour renforcer les capacités de nos forces armées. C'est vrai que les Rwandais, eu égard à leur histoire et eu égard en tout cas aux spécificités de leur territoire, ils sont prises, situation géographique, ils sont prises à beaucoup de rébellions. On ne va pas évoquer les sujets qui fâchent, ont d'autres capacités ou d'autres spécificités, sont habitués à des terrains plus... Parce que quand on parle de terroristes, on parle de guerre asymétrique, des loups solitaires entre griffes qu'il faut peut-être pourchasser. Il y a d'autres techniques qui peuvent peut-être, on va dire, d'autres expériences qui peuvent inspirer les forces béninoises
béninoise. Donc peut-être qu'on attendra de voir sous quelle forme cette coopération sécuritaire va se faire. Mais c'est déjà bien que des pays africains se mettent ensemble. C'est d'autant plus bien que quand on compare avec la solidarité qui doit être la nôtre, même dans notre sous-région, ça tarde quand même à se matérialiser au niveau de la mise ensemble des forces sécuritaires. Ça, c'est pour la sécurité. Pour le reste, je pense réellement, je le disais au début, qu'il n'y a pas vraiment de surprise. On savait... disons les quelques questions qui devaient être abordées. Est-ce que vous pensez par contre que en fait cette visite d'État du président Paul Kagame vient frapper d'un saut officiel l'amitié qui existe entre Patrice Talon et Paul Kagame et qui était ventilée dans l'opinion sans pour autant être, mise sur la place du marché. Oui, je pense que ça s'est vu. Les images ne trahissent pas. D'ailleurs, même entre les premières dames, on les a vus se tenir là, mais on sent réellement une proximité qui n'est pas feinte. Ces deux personnalités s'apprécient, ils partagent beaucoup de choses, une vision commune. Ils ont une certaine appétence pour une certaine forme de dirigisme, pour être, on va dire... De gouvernance. Oui, je parle de la gouvernance. Oui, une certaine forme de partage. Ça peut prendre une connotation péjorative. Oui, je dis dirigisme pour ne pas dire autre chose. Mais ils ont une certaine appétence pour la rigueur, pour l'ordre, pour ils partagent un certain pragmatisme. Donc je pense qu'il y a, comme on le dit, il y a beaucoup d'atomes crochus entre ces deux personnalités. Ça s'est vu. Ça facilite les choses au niveau diplomatique parce qu'on ne s'embarrasse pas en tout cas, on fait l'économie de beaucoup de points et d'accros. Ça permet à nos deux pays de concevoir des programmes ensemble et peut-être que cette initiative qui devrait permettre de faire rêver un peu plus, de permettre à la jeunesse de se réinventer un avenir. Cette initiative de Seven City, où le président Kagame a participé, a donné le là. Je pense que c'est peut-être l'innovation de cette visite. Sinon, pour le reste, c'est du convenu. Donc oui, on peut dire que sur le temps long, depuis 2016, véritablement, on peut dire quand même que le Rwanda, Kagame, sur le plan diplomatique quand même, au-delà des relations qu'on leur prête, est on va dire, le partenaire, un allié fiable de Patrice Talon. Si on peut regarder un peu tout ce qui s'est passé. Macron est en deuxième position à parler de sa relation avec le président français et d'autres. Mais sur le continent africain, on peut dire que l'axe Cotonou-Kigali est peut-être l'axe préférentiel pour le président de la République. D'accord. Alors, Moïse Ossou, on va aborder d'autres aspects de cette visite d'État. Il y a eu cette conférence de presse, justement, où Paul Kagame et Patrice Talon ont répondu sans langue de bois donc à nos confrères qui étaient sur place. Déjà, dans le contenu de la conférence de presse, les réponses, est-ce que vous avez été satisfait des réponses qui ont été accordées aux différentes préoccupations? Pour être satisfait, il faut préalable avoir déjà des attentes par rapport à ça. À titre personnel, je n'en avais pas. Mais seulement, j'étais dans une certaine expectative par rapport à un projet qui n'a pas été évoqué au cours de la visite. Vous savez, en 2017, il y a eu le projet de création d'une compagnie aérienne transnationale entre le Bénin et le Rwanda. Et les documents officiels ont été signés. Et dans la foulée, les Rwandais, justement, la compagnie du Rwanda, a bénéficié d'un positionnement exclusif au niveau de notre aéroport déjà. Et cette compagnie qui a 12 aéronefs veut entrer en collaboration avec le Bénin pour qu'on ait une compagnie aérienne commune avec le siège implanté ici. Ça a été dit déjà dans son temps. Donc quand Kagame a été annoncé au Bénin, je me disais, bon voilà, c'est certainement l'occasion de nous donner plus de détails sur ce projet-là. Parce que vous savez que depuis la disparition de Air Afrique, les États africains sont dans la dynamique d'avoir chacun leur compagnie aérienne. Ce qui pour moi n'est pas tenable. Parce qu'à terme, quand on voit un peu l'état de ces compagnies-là, quand on voit un peu l'état des aéronefs, quand on voit un peu les accidents qui se multiplient, c'est-à-dire que le mieux serait que, à défaut d'avoir une autre compagnie panafricaine, quand même que 2, 3, 4, 5 États se regroupent, pour avoir quand même des compagnies plus crédibles que les compagnies individuelles que nous avons là. Donc je me disais que c'était l'occasion pour qu'on puisse avoir plus de précision sur ce projet-là. Mais là, ça n'a pas été évoqué. Donc si on doit parler d'attente en griffe,
Pour ma part, ça a été celle-là, ça n'a pas été le cas. Donc pour le reste, bon, je n'avais pas de truc particulier. Donc ce sont des échanges officiels tels qu'on a l'habitude de le voir. C'est vrai que de plus en plus, c'est plus décomplexé. Ça, il faut l'avouer. Sur la forme, les questions sont plus ouvertes. Donc on permet aux journalistes de demander tout ce qu'ils veulent. Les chefs d'État répondent également sans langue de bois. Ça, c'est appréciable. On a vu notamment Paul Kagame répondre à la polémique autour de la rébellion du M23. Il estime que ce n'est pas, je veux dire, une situation qui date de la présidence donc, de Félix Tshisekedi. C'est bien antérieur donc, à sa gouvernance. Et il est resté quelque peu... on va dire, il a eu quand même une réponse assez claire. Il n'est visiblement pas, je vais dire, ému par tout ce qui se dit autour. Un chef d'État n'a pas à être ému de ce qui se raconte. Sinon, s'il met l'émotion devant, c'est que lui-même personnellement est foutu et son pays est foutu. Donc c'est plus les intérêts de son pays qui doit sauvegarder. C'est ce qu'il fait. Et de l'autre côté également, la RDC, ça goûte à sauvegarder ses intérêts. C'est un débat assez sensible entre les deux pays. Quand on voit un peu tout ce qui s'y passe, Absolument. Quand vous faites un tour dans la région, je pense que quand on ne s'y connaît pas vraiment, il faut faire très attention pour évoquer ces sujets-là. Et puis, M. Attalé, il y a également eu la question autour de la Russie. Que pense Paul Kagame de la Russie? Sa réponse a été sèche. Il ne pense rien du tout. C'est une puissance occidentale comme toute autre qui a ses intérêts sur le continent et qui veut... en griffe, paraphraser ces mots, qui veut aussi prendre sa part du gâteau africain. Vous savez évidemment que Kagame a un leadership particulier. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a des convergences de point de vue entre Kagame et le président Talon. Sa réponse à cette question ne m'a pas surpris du tout, puisqu'il a des ambitions personnelles. Vous savez évidemment qu'il veut faire du Rwanda, en fait, une puissance africaine. Et le chef d'État béninois aussi est dans la même dynamique. Donc, quand on parle de la Russie qui a mis le cap sur l'Afrique, ce n'est pas du tout étonnant. Vous savez que la Russie, en fait, avait joué un grand rôle à l'indépendance des États africains. Parce que si on devait écouter la sirène, qui était instrumentalisée depuis certaines chancelleries, on ne pourrait pas aller facilement à l'indépendance. Donc, la Russie a contribué énormément à l'indépendance des États africains. Mais évidemment, elle n'avait pas mis le cap sur la jouissance économique du fait de l'idéologie. Mais par la suite, entre 1947 et 1991, la Russie, évidemment, l'Union soviétique, a fini par se mettre dans la balance pour jouer, évidemment, à la puissance, pour contrebalancer la puissance américaine. Si bien que le monde a été bipolaire jusqu'à un moment donné, avant le naufrage survenu en 1991. Et on a oublié qu'au moment où il y avait le naufrage, sous l'Union soviétique qui s'effondrait, il y avait la Russie éternelle. Maintenant, je constate que sous la Russie éternelle, dite éternelle, il y a l'Union soviétique qui est en résurgence avec un nouveau format, parce que le Parti communiste ne va plus continuer. Le bémol, c'est que le Parti communiste ne va plus continuer à être le brain trust. Ceci étant, c'est qu'il faut reconnaître que la Russie reste demeure une puissance. Et avec la constitution du BRICS, vous savez, les pays du BRICS, on peut dire qu'il y a une volonté d'élargir le BRICS parce qu'il y a beaucoup d'États qui s'annoncent. Et ça sera une autre puissance, en fait, un autre pôle de puissance pour équilibrer le nouveau monde, enfin, le nouvel ordre mondial qui se modernise et qui n'est plus un monde unipolaire, mais qui oblige à avoir de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Aujourd'hui, je crois qu'au-delà de tout ce qu'on dit de la Russie, il n'y a que les puissances africaines doivent se mettre en idée que les États africains doivent conquérir l'espace, parce que devient l'Afrique dans ce monde à géométrie variable. Donc, il faut que dans une dynamique panafricaine, que chaque État puisse travailler à ce qu'il y ait des points de vue convergents entre les États africains pour que l'Afrique puisse se positionner et gagner son espace dans l'espace nouveau qui se dessine. Donc, il ne faut pas que nous subissons comme des spectateurs joyeux ce qui se passe entre les puissances. Il faut que l'Afrique soit déterminée à faire son choix et que l'Afrique soit la locomotive, puisque, écoutez, en 2050, nous serons peut-être 2 milliards d'habitants en Afrique. Et puis, vous savez que nous avons une jeunesse qui a une force de travail. Vous savez que l'Afrique regorge des ressources. Vous avez la RDC, vous avez le Nigeria, vous avez l'Angola, vous avez des pays qui regorgent de grandes ressources. Donc, je crois que le continent africain est un continent d'avenir. On ne peut pas continuer à célébrer les puissances telles que les États-Unis et la Russie. Et c'est surtout l'intérêt de l'intervention de Kagame qui a ambition d'être une puissance dans des grands lacs et qui certainement se mettra en tandem avec Patrice Talon pour qu'il
il fasse bouger l'Afrique. Alors, Paul Kagame a un discours afro-optimiste, et voilà, teinté d'un panafricanisme exacerbé. Il n'a pas vraiment froid aux yeux quand il veut aborder certaines questions. On le connaît pour son franc-parler, pour également sa rigueur. Est-ce que vous pensez justement qu'en abordant cette question de la Russie devenue, je vais dire, un partenaire privilégié sur le continent, ce n'est quand même pas un pied de nez à d'autres chefs d'État sur le continent qui aujourd'hui, notamment de certains pays qui sont sous, voilà, je vais dire, sous l'hégémonie d'une junte militaire au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez à ces pays-là aussi? Non, pas forcément. Déjà, je ne l'ai jamais trouvé, Paul Kagame, panafricaniste. Peut-être que les panafricanistes se retrouvent dans ces prises de position à lui. Mais je pense que c'est... Il a quand même une vision africaine centrée sur l'Afrique, parce que dans sa réponse, il dit nous, Africains, allons chercher des solutions pour nos pays. Mais la nuance, c'est un peu aussi comme Patrice Talon. La nuance, c'est que ces deux ne s'embarrassent pas vraiment de toute la galaxie émotionnelle. Voilà, on est africain, on veut faire ci, on veut faire ça. Je pense qu'ils mettent le doigt sur des questions pratiques. Et Paul Kagame l'a dit au cours de cette conférence de presse. Russie ou pas Russie, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que les dirigeants africains qui connaissent très exactement les problèmes auxquels leurs populations sont confrontées, quelles sont les solutions qu'ils sont en capacité d'apporter à leur population. Pour lui, c'est aussi simple que ça. Après, que tel veuille se positionner ou pas, évidemment qu'en le disant comme ça, il balaie de revers de la main, mais dans la pratique, ça ne se fait pas. Dans la pratique, c'est tout autre chose, parce que les jeux d'équilibre, les relations internationales sont faites de rapports de force. Mais je pense que le message qu'il tenait à faire passer, un peu comme Patrice Talon l'avait fait sur LCI, c'est ce que les dirigeants africains sont en capacité et en responsabilité de pouvoir, les solutions qu'ils soient à même d'apporter de suite et maintenant à leur population. Et il y a un terme qui m'a fait rappeler l'interview de Patrice Talon sur LCI, continent d'avenir. Je pense que ces deux aussi sont dans cette même dynamique. Non, l'Afrique n'est pas un continent d'avenir, parce que là, maintenant, il y a des gens qui attendent des solutions maintenant, à leurs problèmes maintenant. Donc l'avenir, c'est très bien, mais maintenant, il faut trouver des solutions. Il y a l'urgence aussi. Il y a une urgence. Donc, le plus important pour les dirigeants africains, c'est de se concentrer sur le présent. Maintenant, c'est vrai que ces deux personnalités sont assez singulière. Et la question que je me pose, évidemment, ça génère des susceptibilités, parce que ça génère un certain particularisme, et de ceux qui sont habitués à un certain conformisme sur les questions internationales, même les questions africaines, qui n'aiment pas prendre vraiment de risques, gérer comme habituellement. Oui, ça peut générer ça peut toucher quelques susceptibilités pour les qui sont tout le temps entre embrayage et frein. Ça peut pas vraiment lâcher. Voilà, ça peut toucher quelques susceptibilités. Donc évidemment qu'on ne peut pas dire que Paul Kagame ou Patrice Talon soient des plus populaires, parce que ils incarnent quand même un leadership nouveau. Après, beaucoup d'autres chefs d'État, beaucoup d'autres pays vous diront, mais bon, ce n'est que le Bénin, ce n'est que le Rwanda. Bon, quand on met ça sur une carte, bon, ça ne fouette pas un chat. Mais dans la réalité, c'est que ce qu'ils disent impacte. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, même dans les opinions publiques africaines, on les écoute. Quand ils font quelque chose, les gens en parlent. La jeunesse africaine est en attente d'une autre forme de leadership que semblent incarner ces deux personnalités. Maintenant, je pense que la question n'est pas au niveau des chefs d'État, mais est-ce que la rigueur dont ils font la promotion, l'esprit de responsabilité, le on grieve, comptons sur nos propres forces, est-ce que ça infuse assez dans cette jeune couche africaine? Je pense que c'est la question la plus importante, que ce soit au niveau du Bénin, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du Congo. Est-ce que cette jeune opinion publique africaine, au-delà d'être en pamoison devant ces deux personnalités, oh là là, ils nous représentent, ils nous donnent de la fierté, est-ce que les méthodes dont ils font la promotion, cette rigueur, en tout cas cette capacité à pouvoir compter sur soi-même pour transformer son environnement, est-ce que
ça infuse dans la mentalité des jeunes Africains, ce qui serait de nature à les pousser à rendre ça vivant. Je pense que c'est la question la plus importante. Alors, mon cher directeur de publication, au détour de cette conférence de presse, Patrice Talon a évacué ou a essayé d'évacuer une polémique, d'éteindre un incendie, comme on le dit, qui commence à germer fortement dans l'opinion. Il s'agit justement du ministre Séverin Keunom qui ne ferait plus partie du gouvernement. Beaucoup de journaux l'ont relayé la semaine dernière. Je ne sais pas si Fraternité aussi en a fait cas. Sinon, pour vous qui êtes le directeur de publication de ce quotidien, où est-ce que vous êtes allé chercher cette information? Puisque Patrice Talon l'a balayé désormais du revers de la main. Non, c'est notre groupe de presse qui a annoncé l'information. Bien sûr, c'est Canal 3 qui a annoncé l'information en exclusivité. Ce qui semble aujourd'hui être, ensuite Canal 3. Ce qui semble être aujourd'hui une information, je vais dire, niée par le chef de l'État. Oui, il a dit explicitement, je cite, à l'heure où je parle, monsieur le ministre Keunom est toujours au garde des Sceaux. Ça peut changer demain, ça peut changer de ce soir, mais à l'heure où je vous parle, il est toujours au garde des Sceaux. Oui, il a contredit l'information, mais avec un bémol. Vous voyez déjà la veille, quand son porte-parole au contact de la presse a évoqué la question, il n'était plus aussi formel que le chef de l'État il y a un mois face à Mohamed Bazoum. Parce qu'il y a un mois, Patrice Talon disait qu'il n'était pas question de remaniement et qu'il se contentait de ce qui était là. C'était clair et net. Un mois plus tard, son porte-parole vient dire que ce qui sera fait en son temps. Un premier bémol. Le lendemain, le chef de l'État revient sur la question. Il dit que Keunom est toujours là, mais que ça peut changer ce soir, ça peut changer demain. Lui aussi n'est peut-être plus catégorique qu'il y a un mois. Et moi, je pense qu'au-delà de son démenti, l'image la plus parfaite pour démentir totalement cela serait que c'est bien que l'homme soit présent à cette rencontre-là. Tout simplement. Parce qu'il y avait quand même des ministres qui étaient présents au palais à la rencontre entre les deux chefs d'État. Donc, pour que le démenti soit vraiment plein entier, à mon avis, il aurait fallu qu'il soit présent, qu'on le voit, qu'il figure parmi les membres du gouvernement. Il n'était pas présent. Il était peut-être affecté à d'autres tâches. Je ne dis pas ça. L'un dans l'autre, je continue de croire qu'il y a un souci quelque part et on sera édifié d'ici les jours à venir. N'est-ce pas? Mais ça fait quand même bizarre que toute la presse nationale annonce une information et que à l'occasion quand même d'une rencontre aussi solennelle que le président de la République apporte un démenti formel. Ça fait quand même un peu bizarre. On peut commencer par douter de la fiabilité de certaines choses dans la République. Non, ce n'est pas un doute, ça participe de la stratégie politique. C'est évidemment que quand Kagame voulait venir, il y a que les opinions sont divisées. Donc, fait partie Keunom, dans ces conditions, ça peut enflammer davantage les commentaires. Donc, entre-temps, le garder en stand-by, ça permet de déjouer un peu la lecture de tout ce qui se passerait entre Kagame et lui, et de se concentrer sur cette visite à Keunom. Maintenant, il annonce que ça peut venir ce soir ou demain, parce qu'en fait, le chef d'État a le souci des résultats. Je crois qu'il est du genre à ne pas lâcher ses amis, mais je crois qu'il n'y a pas de compromission à faire. S'il y a des fautes lourdes, je crois qu'il est tenu d'aller à l'essentiel pour crédibiliser sa gouvernance. On va en tout cas suivre tout ceci de très près et voir, donc, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, on va scruter les jours à venir pour voir si ils seront, on va dire, ombrageux pour le ministre Séverin Keunom, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ou s'ils seront, pourquoi pas, jouissifs, c'est-à-dire qu'il va continuer par exercer ses fonctions si entre-temps il ne l'exerçait plus.